Merci beaucoup Christine. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprends beaucoup de choses et je pense que la journée n'est pas terminée. Alors contrairement à ce qu'a dit Christine, je ne suis pas du tout spécialiste en éclairage scénique et d'ailleurs je vais être complètement hors sujet puisque je ne vais pas du tout parler d'éclairage scénique tout de suite. Alors, le sujet qui m'était donné, c'était la colorimétrie. Et comme le sujet est très vaste, j'ai dû vraiment rétrécir le propos. Et je vais d'abord débuter par justement délimiter ce que je vais vous présenter. Alors, pour commencer, là, je vous présente une allégorie de la couleur qui est en train de peindre un très joli arc-en-ciel newtonien pardon, avec les 7 couleurs. Il y avait un fantasme pendant longtemps de croire que l'ensemble des phénomènes colorés pouvaient être appréhendés et représentés de manière unique. Et on s'est rendu compte que c'était une impasse vers la fin du 19e siècle et que lorsqu'on parlait de couleurs, il était plus pertinent de distinguer les couleurs liées à la matière, par exemple la peinture, les mélanges picturaux, voilà, et la couleur lumière. Alors dans mon propos ici, je vais parler que de la couleur lumière, donc je restreins déjà beaucoup. Ensuite, je crois que vous avez, peut-être sous nos altitudes, certains d'entre vous ont pu observer des aurores boréales. Il y a beaucoup de phénomènes lumineux, colorés, naturels, mais c'est très intéressant, mais je ne vais pas du tout en parler là encore. Je vais me limiter à la lumière artificielle. Alors la lumière artificielle, il y a beaucoup de lumière blanche, mais il y a aussi un petit peu de lumière colorée. Mais moi, je vais prendre la partie la plus limitée, finalement, c'est la lumière colorée, puisque c'est quand même le sujet de la journée. Alors Christine en a beaucoup parlé, avec ce panorama historique. Une des solutions pour obtenir de la lumière colorée, c'est de filtrer de la lumière blanche. Mais moi, je vais prendre là encore la partie la plus limitée, restreinte, c'est d'émettre directement la lumière colorée. Quels sont les principes physiques? Alors, là encore, Christine a très bien présenté que finalement, jusqu'au 19e siècle, la lumière, c'est des bougies, c'est de la lampe à huile, c'est la lumière incandescente, même après, avec la lampe incandescente d'Edison. Et une des questions, c'est est-ce que il s'agit de la lumière blanche ou, d'un point de vue objectif, une lumière plutôt colorée avec cette teinte dorée? Alors je ne vais pas trancher la question, mais je pense qu'un point important à retenir quand on parle de couleur, c'est le phénomène d'adaptation chromatique qui fait que l'œil finalement s'adapte l'ensemble des couleurs par rapport à un blanc de référence. Typiquement, quand on est chez soi avec beaucoup de murs blancs, on adapte par rapport à la couleur de ces murs. Alors on pourrait se dire qu'avec l'adaptation chromatique, on perçoit la même couleur, quelle que soit la source, finalement, puisque l'œil s'adapte. Bien, c'est pas tout à fait le cas, et il y a cette notion également de rendu des couleurs. Alors j'ai pris l'illustration là de l'installation de Olafur Eliasson, Room for One Color. La couleur, c'est la couleur monochromatique du sodium basse pression à 589 nanomètres. Alors évidemment, comme vous n'avez qu'une seule longueur d'onde, vous n'avez pas du tout de restitution des couleurs, mais une perception en différence de clarté. Dans le premier exposé, il y avait également du vert, hein, c'était un peu la même chose. Alors si je reprends le sodium basse pression, 589 nanomètres, c'est en termes de chromaticité équivalent à une lumière incandescente à 1800 Kelvin. Simplement, la restitution des couleurs serait très différente, puisque dans le cas de la lumière incandescente, on a un spectre continu, donc avec un bon rendu des couleurs. Voilà, donc je ne vais pas davantage m'étendre sur, mais c'est des notions très importantes, l'adaptation chromatique et le rendu des couleurs. Je vais vous parler à présent de l'émission de la lumière colorée. Et je suis tout à fait d'accord avec Christine. Ça commence pour le physicien, en tout cas, avec Newton et son expérience. Donc, je ne vais pas y revenir puisque Christine l'a très bien présenté. Hein. Il y a 2 prismes. Il y a le premier prisme pour disperser la lumière et le deuxième prisme, en sélectionnant une couleur, de montrer que cette couleur, finalement, elle n'est pas redécomposée.
Ce qui prouve que la lumière blanche, qui est pourtant symbole de pureté, est composite et que c'est la couleur qui est élémentaire. Alors, c'est le début de la spectrométrie, mais finalement, pendant plus d'un siècle, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'on n'a que des spectres d'incandescence, donc spectre continu, et il n'y a rien de plus similaire d'un spectre continu à un autre spectre continu. Finalement, il faut attendre le début du XIXe siècle pour avoir, lorsqu'on arrive à observer, grâce à une meilleure résolution spectrale, des discontinuités dans le spectre solaire. C'est les raies sombres du spectre solaire de Fraunhofer. On est en 1815. Et donc, à partir de là, on arrive c'est vraiment le début de la spectrométrie avec des applications scientifiques. Et on va avoir, parallèlement, les premières sources colorées, volontairement colorées. Je répète, sans filtrage. Avec les flammes colorées. Et le premier, alors peut-être pas l'avoir fait, mais en tout cas l'avoir fait de manière volontaire, c'est Brewster, 1822, qui crée la première source monochromatique. Il fait une flamme colorée avec l'alcool salé, donc NaCl, vous avez du sodium, donc on retrouve le 589 nanomètres. Et puis au milieu du 19e siècle, on a les travaux du duo Kirchhoff, c'est le physicien, et Bunsen, c'est le chimiste, qui vont faire des flammes colorées. Alors en utilisant un bec benzène, il fait une flamme incolore et puis il met des sels métalliques dans sa flamme. Et ils étudient le spectre de la lumière obtenue. Ils vont obtenir des spectres de raies, donc de raies d'émission. Et donc tout le principe de la spectrométrie, c'est qu'ils vont constater que les raies d'émission correspondent à la position des raies sombres en absorption. Et donc, c'est une signature d'éléments. Et donc, ce qui va permettre de compléter avec des nouveaux éléments le tableau de Mendeleïev à l'époque. Et voilà, vous voyez que la lumière colorée, les flammes colorées ont un usage vraiment scientifique au XIXe siècle. C'est le cas également avec, un peu à la même époque, les tubes de Gessler. Alors, il y a eu des lampes électriques avant Newton, c'est le cas ici. C'est des lampes à décharge électrique, décharge dans un gaz ou dans des vapeurs métalliques, et qui émettent des lumières colorées également. Il s'agit ici d'un dessin. Et on peut également analyser les spectres et avoir, comme pour les flammes colorées, leur spectre de raies également. Alors en fait, finalement, il faut attendre 1910 pour avoir la première commercialisation d'un tube néon, donc une lumière colorée. C'est Georges Claude. Alors Georges Claude a cette particularité d'être le fondateur d'Air Liquide, une grande société française du CAC 40 encore aujourd'hui. Et donc si vous arrivez à liquéfier l'air, vous arrivez à le distiller, et vous arrivez à distiller même ces éléments les plus rares comme le néon. Donc on lui avait présenté un tube de Gessler avec du néon, avec une très belle couleur rouge. Eh bien, tout son mérite, c'est d'avoir réussi à commercialiser cette technologie. Et ça va être un succès pour la publicité lumineuse en France, mais aussi aux États-Unis. Alors là, la photo, ça date de 1925, c'est un quartier de Paris, où on voit les néons rouges. Et puis si vous voulez d'autres couleurs, vous utilisez d'autres types de gaz. Ici, la colonne de l'hélium et des gaz rares qui vous donnent d'autres colorations. Jusqu'à l'arrivée des LED, c'est ce qui a été utilisé pour l'éclairage publicitaire coloré. Voilà, c'est une des rares applications de l'éclairage coloré en fait. Pourquoi ? Parce que on cherche surtout à faire en fait de la lumière blanche. Et au XXe siècle, avec le développement de l'éclairage électrique, c'est de la lumière blanche qu'on produit. Avec cette particularité qu'il y a au XXe siècle, avant les LED, une segmentation entre l'usage et la technologie utilisée. C'est-à-dire que par exemple pour l'éclairage domestique, ça va être essentiellement des lampes à incandescence. Alors j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Pour l'éclairage public, on a besoin de forte puissance, on va utiliser des lampes à arc et des lampes à décharge haute pression, sodium haute pression, et puis les halogénures métalliques.
Donc ça, je vais revenir un petit peu après. Et enfin, en éclairage tertiaire pour les bureaux, les salles de classe, essentiellement les tubes fluorescents qui proposent un éclairage diffus et puis surtout beaucoup plus efficace que les lampes à incandescence. Alors je commence avec, je reprends un peu le sodium, puisqu'on parle de couleur. Là, on va voir le spectre. Ça, c'est le spectre... alors je regarde si ça marche. Oui. C'est l'amorçage d'une lampe au sodium haute pression. Là, vous avez l'arrêté pour quelques temps. Donc, le sodium haute pression s'amorce en basse pression, en fait. C'est pour ça qu'on a la longueur d'onde à 589 nanomètres. Ensuite, le spectre s'enrichit de plus en plus jusqu'à arriver au régime stable, où vous voyez, vous avez un spectre, donc la lumière du sodium, hein, c'est un blanc-jaune, et avec cette particularité qu'il y a l'auto-absorption, je le signale, hein, c'est un peu anecdotique, mais auto-absorption de la raie à 589 nanomètres. Voilà pour le sodium. Alors en fait, il y a un compromis entre plus vous augmentez la pression, plus vous allez avoir un spectre riche, donc un rendu des couleurs qui est meilleur. Par contre, ça se fait au détriment de l'efficacité lumineuse. Et les fabricants vont avoir même le terme commercial de sodium blanc, qui peut paraître un peu antinomique. Pour les deuxièmes sources utilisées en éclairage public, c'est les halogénures métalliques. Alors, en fait, c'est des vapeurs métalliques, c'est des mélanges de vapeurs métalliques qui... bon, c'est plus intéressant de les mettre sous forme d'halogénures, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques. Et c'est pour ça que souvent, vous allumez des halogénures métalliques, eh bien, l'amorçage se fait sur une couleur, puis une autre. C'est un petit peu bizarre dans les premiers temps de l'amorçage. Mais on pourrait très bien imaginer de sélectionner qu'une seule vapeur métallique qui va émettre qu'une seule couleur. Et c'est ce qui... Alors, on n'en trouve pas beaucoup, mais c'est possible. Là, j'ai trouvé, voilà, ces pubs-là. Moi, j'en ai jamais vu, mais on peut faire une lampe aux halogénures métalliques qui émet une seule couleur. J'arrive au tube fluorescent. Donc là, c'est du mercure basse pression. Cette fois-ci, vous avez le spectre de raies. Vous avez dans le visible, vous avez quelques raies seulement. La plus importante est dans le vert à 546 nanomètres. Ça fait un blanc un peu pas très beau. Mais en fait, le mercure, surtout, il émet, alors mon spectrophotomètre n'allait pas là, mais dans l'ultraviolet à 254 nanomètres. Et le principe, après, c'est que vous utilisez cet ultraviolet pour fluorescer. Hein, c'est les poutres fluorescentes qui tapissent la paroi interne du tube. Et c'est un mélange de poudres fluorescentes qui vous donne l'ensemble pour avoir une lumière plutôt blanche, alors plus ou moins chaude. C'est comme ça que l'on produit. Mais on pourrait, là encore, sélectionner des poutres fluorescentes qui n'émettent que dans le bleu, que dans le vert ou que dans le rouge. C'est ce qui est fait ici. Je vous donne les spectres. Vous les voyez ici. Alors, c'est pas très fréquent, mais c'est commercialisé. Alors, peut-être plus maintenant, hein, puisque vous savez que les tubes fluorescents sont interdits de la vente depuis août 2023. Juste pour passage, donc, pour les bleus et les verts, vous voyez qu'on conserve les raies qui sont à peu près dans ces couleurs-là. Par contre, pour les rouges, il est nécessaire de couper la raie verte, sinon vous n'auriez pas un très beau rouge. Et ce qui est fait, c'est que les tubes de fluorescents, quand ils sont éteints, pour les rouges, ont une couleur rouge, alors que les bleus et vertes ont une couleur blanche. J'en arrive rapidement au LED, parce que je sais que c'est un des sujets qui va occuper toute la journée, mais pour vous dire que c'est quand même... même d'un point de vue conceptuel, on a des sources qui émettent d'abord en couleur. Donc Nicolas Ognac, l'ingénieur de General Electric en 1962, qui a inventé la première LED rouge et qui va être utilisée beaucoup pour de la signalisation. Et puis la révolution arrive que dans les années 90. On avait une barrière technologique qui nous paraît surprenante maintenant, mais on n'arrivait pas à faire des LED bleues puissantes et suffisamment efficaces. Et c'est Junshi Nakamura qui a persévéré dans l'utilisation de nitrure de gallium et qui y parvint, et ce qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 2014 et qui donc a vraiment révolutionné l'éclairage. Alors pour les LED colorés, vous avez en fonction des matériaux que vous utilisez, des mélanges binaires comme le nitrure de gallium ou des mélanges même tertiaires, et selon les compositions,
ou balayer un peu, à peu près l'ensemble du spectre visible. Là, je vous ai mis des illustrations de 4 LED colorés pour voir les spectres. Alors, ce n'est pas monochromatique, hein, mais c'est des largeurs spectrales assez faibles, ce qui donne une couleur très saturée. Voilà pour les émissions de lumière. Maintenant, j'en viens à ce qui était peut-être mon sujet initial, c'est-à-dire mesurer les lumières colorées, donc la partie vraiment plus colorimétrique, en insistant uniquement sur les lumières colorées. Alors la colorimétrie, peut-être une date, puisque la CIE a fêté le centenaire de la courbe V lambda, c'est la sensibilité spectrale relative de l'œil, et qui permet de définir la photométrie, toutes les grandeurs photométriques. Et puis, quelques années plus tard, en 1931, et ça en découle, vous avez l'espace colorimétrique CIE XYZ, et puis moi je vais parler uniquement du diagramme de chromaticité qui est représenté ici, XY. Tout l'artifice de la colorimétrie, c'est de définir la couleur d'une lumière non pas vue par un individu spécifique, mais par un observateur standard de la CIE, qui a l'avantage d'être le même aujourd'hui et dans 10 ans, et le même ici et à Tokyo. Donc c'est pratique pour communiquer autour de la couleur, qui est pourtant une notion subjective. Alors comment est organisé cet espace de diagramme de chromaticité? Il se présente comme ça, l'ensemble des couleurs, c'est ce qu'on appelle le gamut des couleurs visibles, qui est représenté à l'intérieur de cette courbe. Ce qui est en périphérie, c'est ce qu'on appelle le lieu du spectre, c'est-à-dire les couleurs spectrales, monochromatiques. Donc on peut le paramétrer, c'est ce qu'on fait, en longueur d'onde. Qui va, si on tourne dans le sens horaire, du bleu 400 nanomètres vers le rouge 700 nanomètres. Alors juste un mot quand même sur les extrémités dans ce diagramme de chromaticité du spectre. Je prends le rouge. Le rouge, il va de 700 à 830 nanomètres. Ça veut dire que, quelle que soit la longueur d'onde dans ce domaine-là, vous avez la même chromaticité, le même point, les mêmes coordonnées colorimétriques. En fait, pourquoi? Parce que vous n'avez qu'un seul des 3 cônes qui est sensible à ces longueurs d'onde-là. Alors la différence entre 700 nanomètres et 830 nanomètres, c'est qu'il vous faudra une puissance lumineuse infiniment plus grande à 830 qu'à 700 nanomètres pour obtenir la même perception. Dans les bleus, c'est un petit peu la même chose, mais avec un domaine beaucoup plus réduit, entre 360 et 380 nanomètres. Et la droite des pourpres, c'est ce qui ferme les 2 extrémités du spectre, ce qui est obtenu par synthèse additive entre les 2 extrémités. Alors un point important aussi, c'est de savoir que le diagramme de chromaticité, ici, c'est une projection à luminance nulle. Ça peut paraître un peu étonnant. Et donc il y a en quelque sorte une 3e dimension qu'on pourrait rajouter, c'est la luminance. Et plus la luminance est élevée, plus finalement votre domaine de chromaticité est très étroit. Donc il faut toujours avoir ça en tête quand on utilise ce diagramme. On pourrait se contenter de donner les coordonnées XY pour définir l'ambiance lumineuse d'une source, mais en fait, en pratique, on préfère d'autres indicateurs. Pour la lumière blanche, c'est la température de couleur, et pour la lumière colorée, c'est la longueur d'onde dominante et la pureté d'excitation. Alors très rapidement, pour la lumière blanche, puisque je vous ai dit que ce n'était pas mon sujet, mais il faut quand même que je présente la courbe du corps noir. Un corps noir, c'est un corps idéal, et qui est chauffé. Et donc, en fonction de la température, vous avez un spectre. Et donc, si vous avez un spectre, vous avez une couleur. Et si vous avez une couleur, vous avez un point dans le diagramme XY. Donc, vous avez cette courbe ici qui évolue voilà, du rouge vers les jaunes et blancs, etc. Alors, nous, on s'intéresse aux lumières colorées. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise donc ces 2 grandeurs. Donc vous avez le point S que vous voyez là sur le schéma, donc c'est le point de coordonnée de la source, et vous avez le point N, ça c'est le neutre que vous utilisez. Vous tracez une droite entre les deux et ça va rencontrer le lieu du spectre au point D, et comme je vous l'ai dit, c'est paramétré en longueur d'onde. On va donc définir la longueur d'onde dominante de la source. Et puis on peut définir également la pureté d'excitation, c'est simplement la distance de N à S sur la distance de N à D.
Donc vous voyez que si S est proche du neutre, bien, vous avez une lumière plutôt blanche et une pureté d'excitation proche de 0. Et si elle est proche de D, bien, vous avez une lumière très saturée, une couleur très saturée, avec une pureté d'excitation proche de 1. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces deux grandeurs sont des grandeurs strictement colorimétriques. Alors ce qui est très intéressant pour ce diagramme de chromaticité, c'est que c'est pour la synthèse additive. Vous le savez bien lorsque vous utilisez des projecteurs de type RGB et aussi pour les écrans qui sont également en synthèse additive RGB. L'ensemble des couleurs, le gamut des couleurs pour un écran par exemple, c'est compris dans un triangle et ce triangle dépend des primaires de l'écran et donc de la technologie de cet écran. Je vous ai pris un exemple de triangle, de gamut. C'est pour la télévision haute définition. Ils considèrent des primaires monochromatiques, hein, vous voyez, à 467 nanomètres, 532 et 630 nanomètres, ce qui vous donne un gamut très large. Mais on pourrait se demander, si on veut vraiment un gamut encore plus large, pourquoi ne pas avoir pris par exemple 700 nanomètres plutôt que 630 nanomètres? Parce que il faut avoir en tête quand même qu'il y a une autre contrainte, c'est l'efficacité lumineuse. C'est-à-dire que oui, vous auriez un gamut plus grand, mais par contre, il vous faudrait une énergie beaucoup plus forte pour obtenir de la lumière dans les rouges. Donc il y a forcément un compromis. Alors après, il existe, et je crois qu'il va y avoir des démonstrations dans la journée, avec des projecteurs avec des plus que 3 primaires, RGB ambre, RGB blanc, voire beaucoup plus encore, là, avec un projecteur avec 8 couleurs. Alors le but, effectivement, c'est pour avoir un gamut plus grand, mais surtout pour arriver à plus précisément obtenir des couleurs avec plus de finesse. Précision quand même des limites du diagramme de chromaticité. C'est un diagramme qui n'est pas lié à l'interprétation qu'on fait au niveau cérébral des couleurs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir à partir de ce diagramme les attributs de couleurs que sont la clarté, la saturation ou la teinte, enfin pas directement en tout cas. L'adaptation chromatique, je vous ai dit que c'est essentiel, il n'est pas du tout pris en compte dans ce diagramme-là. Et puis vous avez des écarts perceptifs qui sont non constants sur le diagramme, c'est les fameuses ellipses de Macadam. C'est-à-dire que vous avez le point central, l'ellipse représente le seuil de discrimination par rapport à ce point central. Donc vous voyez qu'une distance sur le diagramme, parfois vous les voyez différentes, les couleurs, et puis dans les bleus par exemple, on le verrait facilement différentes, alors que dans les verts, elles peuvent sembler semblables. Donc c'est pas du tout ce qu'on appelle un espace colorimétrique uniforme d'un point de vue perceptuel. Alors s'il me reste 2-3 minutes, je voulais juste terminer sur les lumières colorées dans l'espace public, puisque pour donner un petit peu un contrepoint, vous allez beaucoup parler d'éclairage scénique, où on trouve de la lumière colorée dans l'espace public. Eh bien, beaucoup, en fait, déjà, pour des lumières colorées standardisées, les feux tricolores, le vert des pharmacies, etc. Dans le but, dans l'espace nocturne, de pouvoir voir plus facilement ces indications. Vous les trouvez beaucoup en publicité lumineuse. J'ai noté ici là, le décret d'octobre 2022 où il y a une extinction des publicités lumineuses normalement entre 1h et 6h du matin. Et en lumière colorée, en éclairage architectural, avant les LED, finalement, les lumières colorées sont quand même peu utilisées, sauf pour de l'événementiel, finalement. Alors je vous donne un exemple de quelques réalisations de Pierre Bidault pour vous montrer que, vous voyez, il n'y a pas d'utilisation de couleurs saturées, c'est vraiment entre différentes températures de couleurs. Donc Pierre Bidault, qui est un concepteur lumière reconnu, qui a renouvelé le métier en 1985 avec l'éclairage de la Tour Eiffel. Alors il y a quelques exceptions, et je pense en particulier à Yann Kersalé, là c'est une installation pérenne, là pour le coup, le pont de Normandie en 1994, et il utilisait des projecteurs de 1000 watts, je pense que c'était des projecteurs plus scéniques, halogènes, avec filtre bleu. Alors vous savez, l'halogène déjà c'est très peu efficace,
Et en plus, ça émet très peu de bleu. Donc c'est vraiment, d'un point de vue consommation, c'est le pire. Donc 64 kilowatts. Et ils ont fait dès 2009, hein, c'est-à-dire il y a 15 ans, ils ont fait déjà une rénovation pour les projecteurs bleus avec des LED bleus. Et vous voyez que la consommation a été largement divisée. Et les LED bleus à l'époque étaient pas du tout les mêmes efficacités qu'aujourd'hui. Ça n'empêche que Yann Kersalé a été vraiment un avant-gardiste, mais bon, on ne peut pas être parfait partout. Alors, avec les LED, évidemment, ça apporte beaucoup de choses, hein, vous le savez. Les couleurs sont saturées. Pour l'éclairage dynamique, c'est parfait. On est dans l'optoélectronique, c'est tout à fait adapté. Et maintenant, l'éclairage coloré apparaît largement en éclairage architectural, y compris pour des projets pérennes, avec des concepts de scénarios d'éclairage qui se développent. Alors, il faut avoir en tête, c'est peut-être pareil pour l'éclairage scénique, c'est que malheureusement, dans tous les projets, il n'y a pas toujours un concepteur lumière associé. Et dans ce cas-là, le client est souvent roi. Et en éclairage architectural, c'est souvent l'élu. Et donc, par exemple, un élu, qu'est-ce qu'il veut pour sa mairie? Il veut un éclairage bleu, blanc, rouge. Alors, c'est plus ou moins réussi, mais voilà, la question, est-ce que c'est ça que l'on souhaite avec cet éclairage coloré? Et puis dernier exemple qui se développe beaucoup, c'est que l'éclairage coloré les bâtiments du coup servent de support pour des messages symboliques, tous plus légitimes les uns que les autres, mais là aussi la question est de savoir si c'est leur fonction. Voilà, avec l'exemple par exemple de Octobre Rose, où vous trouvez toutes sortes de roses d'ailleurs. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.